Magali Chénel, conseiller entreprise à la CCI Les-Vilaines depuis 4 ans. Et j'accompagne... Conseil technique. Oui. Parfait. Donc, conseiller entreprise à la CCI Les-Vilaines depuis 4 ans. J'accompagne les entreprises du département sur les achats et la supply chain avec un tout nouveau volet économie circulaire depuis le 1er septembre. Et en parallèle, comme disait tout à l'heure M. Rivail, je suis également membre du bureau du club Achat 35. Donc, je vous parlerai un petit peu plus en détail sur la fin du PowerPoint selon le temps qui sera imparti à ce moment-là. Le support de présentation vous sera remis, j'ai mis quelques liens hypertextes, je pourrais en rajouter éventuellement. Si je suis pas au bon moment. C'est down. Ouais, c'est ça. Voilà, on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire oui, quand même aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant mes 4 ans à la CCI Les-Vilaines, j'étais une ancienne acheteuse industrielle. Par contre, pas dans l'industrie agroalimentaire, dans un univers PME-PMI, donc j'ai travaillé dans la chaussure, dans le bois, dans le métal, dans la sécurité électronique, dans la peinture. Donc le secteur industrie agroalimentaire, je ne le connais pas. Donc j'espère que mon regard neuf va aussi contribuer à la richesse de nos échanges. Et donc, par rapport à ça, eh bien, c'est aussi pour moi d'échanger avec vous aussi sur justement la filière industrie agroalimentaire. C'est très intéressant en termes notamment d'achat et de supply chain. L'industrie agroalimentaire, bah oui, c'est la première industrie manufacturière en France. Hein. Une grande industrie qui a en plus la chance de vitaliser nos territoires ruraux. Et donc l'industrie en fait travaille surtout pour le marché français, hein, au niveau global. On dit qu'il y a 75% en fait des affaires qui se font en France. Et notamment auprès des GMS, grands donneurs d'ordre. Donc c'est vrai que les achats chez vous c'est très compliqué, souvent tiré par les prix, avec des contraintes logistiques souvent très très fortes. Donc pour cela, eh bien, on va parler de la sécuriser sa chaîne d'appro. Donc la chaîne d'appro, bah, c'est un gros maillon fort de la supply chain, indispensable, puisque si on a une défaillance sur notre chaîne d'appro, bah, on ne peut pas produire. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Donc bah, pour cela, bah, il faut gérer les risques. Donc tout ce qui est aléa probable qui peut intervenir dans l'activité d'entreprise. Donc j'ai voulu sortir mon vieux Pestel. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il était dépassé, parce que vous, en plus, vous êtes très contraint, je dirais au niveau de la supply chain, vous êtes vraiment du fournisseur au fournisseur, au client du client. Et on va parler notamment de la partie légale déjà. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes quand même contraint, lié notamment à la sécurité alimentaire. Donc, une réglementation très stricte. Avec un amas de normes, hein, on a vu tout à l'heure, IFS, BRC, ISO, vous êtes baignés dans le normatif, et aussi vous avez une panacée de certificats et labels de qualité également. Après, il y a aussi, je dirais, toute la partie, je retrouve juste, voilà, pas oublier, parce que sinon... toute la partie, on a vu tout à l'heure avec Ransard, hein, la partie contractuelle, le volet juridique qui est extrêmement important dans vos relations, que ce soit avec vos fournisseurs, mais aussi avec vos donneurs d'ordre. Donc vous êtes effectivement sur une partie très contrainte. Et aussi, on en a parlé aussi également tout à l'heure, toute la partie juridiction et réglementation quand vous importez et quand vous exportez, avec les règles qui peuvent être divergentes d'un pays à l'autre. Donc sur la partie politique, ben oui, l'alimentaire, c'est vraiment une notion de politique. On a la PAC, on a aussi toute la partie, toute la politique agricole, mais aussi on entend souvent parler de la regard consommateur, la crise du lait, la crise du porc dernièrement. Donc aussi toute la partie politique en termes de santé publique. Notamment tout ce qui concerne les principes de précaution sur les substances cancérigènes, les perturbateurs endocriniens. On a aussi toute la campagne de la lutte contre l'obésité, notamment sur les taxations sur les boissons sucrées. Le projet de taxation aussi sur l'huile de palme qui a aussi lancé le débat effectivement au niveau des industries agroalimentaires. Donc d'un point de vue politique, il y a énormément, beaucoup d'activités à ce niveau-là. Et il y a un tout nouveau volet qui est la transition écologique
et solidaire qui est en compte aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion sur l'industrie de limiter nos ressources, mais aussi de développer en fait les achats et les consommations responsables. Donc on a vu tout à l'heure effectivement notre relation avec les fournisseurs, elle vient de plus en plus responsable. Et donc ça s'est matérialisé en fait par un contrat de filière qui s'appelle Alimentaire Produisons l'avenir, qui a été signé entre l'État, les régions et vous les professionnels. Et l'objectif est de favoriser l'innovation et la croissance verte au sein de vos industries. Donc politiquement, vous avez aussi toutes les histoires toujours à l'international, les signatures d'accords internationaux, mais également aussi quelques actions de protectionnisme et d'embargo sur certains territoires, qui aussi perturbent votre activité. On en a parlé tout à l'heure, bah oui forcément, du point de vue économique, on est en termes d'approvisionnement des matières premières, vous êtes sur des produits qui sont extrêmement volatiles, on a parlé tout à l'heure du beurre, que vous subissez aujourd'hui. Moi j'ai quelques acteurs justement qui sont aujourd'hui en pénurie de beurre et qui risquent, donc là il y a du chômage technique et des risques de défaillance très très fortes. Donc on voit qu'effectivement l'impact de la volatilité des matières premières peut mettre en péril l'activité de l'entreprise. Donc après il y a aussi bien sûr tous ces petits taux de change quand on est sur l'importation, l'évolution du marché, une concurrence européenne qui est de plus en plus forte, hein, vous êtes toujours tiré par les prix, avec quand même la nuance, je dirais, je ne veux pas être péjoratif, on parlait avant, les acheteurs étaient des cost killers, on s'attaquait surtout au prix. Aujourd'hui on vient un peu plus des soft killers, on va essayer de créer de la valeur en termes de notre relation fournisseur, créer du service, créer de l'innovation avec nos fournisseurs, et ce qui nous permet aussi d'avoir en fait d'autres critères que le prix, la qualité et le délai, mais aussi en termes d'innovation, en termes, donc, on disait tout à l'heure, de création de services intégrés avec les fournisseurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Ah bien oui, on a aussi les aléas climatiques qui perturbent notre activité économique. Là aussi encore, Alto pourra témoigner, parce qu'effectivement, quand on a un été un peu maussade, on consomme moins de chips. On pique-nique moins, on fait moins de barbecue, on fait moins d'apéro. Donc effectivement, l'influence économique est extrêmement importante. Après, ce qui est lié aussi à l'économie, c'est tous les scandales sanitaires qu'on subit depuis quelques années déjà. Hein. Donc là, effectivement, on a parlé tout à l'heure du Hornsgate. On avait auparavant le poulet aux hormones, la vache folle. On a dernièrement les œufs contaminés aussi, hein, qui a effectivement perturbé notre industrie, et notamment l'industrie bretonne, parce qu'il y avait certaines, effectivement, IA qui étaient dans le collimateur. Et c'est vrai que ces scandales sanitaires, en fait, c'est aussi un réseau d'influenceurs, que ce soit au travers d'associations, d'ONG, des médias, les réseaux sociaux aussi, hein, qui jouent aujourd'hui le pouvoir. Donc en fait, il y a un impact direct sur les consommateurs, on ne sait plus en fait. Et pourtant, ce consommateur-là est de plus en plus averti, de plus en plus connecté, et puis de plus en plus exigeant. Et aujourd'hui, on sent en fait qu'il y a vraiment une transition au niveau de nos modes de consommation, avec notamment l'essor de la filière bio. On en a parlé ce matin déjà, mais effectivement aujourd'hui c'est quand même des croissances à 2 chiffres sur le secteur bio, et aussi le développement des circuits courts. Donc on veut aujourd'hui, il y a vraiment le besoin de transparence des consommateurs, avec aussi le besoin d'être rassurés pour nous et pour nos progénitures, pour nos enfants aussi. Donc là on voit vraiment qu'il y a un changement en termes de mode de consommation. Après, d'un point de vue technologique, donc là c'est juste, j'avais mis un petit, on en parle, c'est un peu petit. L'industrie agroalimentaire du futur, ça y est, on est dedans, hein. Il y a plein de projets en cours. Il y en a un qui est en train de s'écrire justement sur l'industrie agroalimentaire au niveau de la Bretagne. Donc c'est sûr, on y va. Donc au-delà de la robotisation, on a aussi toute la partie, je dirais, digitalisation de notre supply chain, avec notamment tout ce qui est data, les EDI que vous déjà utilisez et maîtrisez. Mais au-delà de ça, il y a effectivement toute la partie dématérialisation qui se développe, et aussi tout ce qui est Internet des objets, notamment les capteurs, qui vont aussi se développer tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Par rapport à ça, donc, forcément, ça génère des risques, des risques forcément aussi de défaillance du système informatique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reposent aujourd'hui sur le système informatique, mais également des risques de cybercriminalité en termes de vol de données, qu'on voit aussi dans la presse tous les jours. Et le dernier bloc que j'ai rajouté, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on soit à l'affût, c'est la blockchain, qui est justement aussi une des solutions pour sécuriser notre chaîne d'appro. Et enfin, la partie écologique, là, forcément, c'est le dérèglement climatique qui perturbe finalement la production des matières premières, oui, mais pas que. Et là, dernièrement, il y a l'ouragan Maria qui a anéanti nos bananiers de Guadeloupe. Donc là aussi, il va y avoir un impact direct sur le cours des bananes. Et puis après, c'est toute la partie aussi politique, très très fort, le gaspillage, la chasse au gaspillage alimentaire. Au niveau des collectivités, il y a énormément de collectivités qui se sont lancées dans le ZD, ZG, zéro déchet, zéro gaspillage. Donc il y a une lutte en fait aussi au terme des gaspillages alimentaires. Donc tout ça, c'est l'économie circulaire. Donc c'est pas par hasard en fait que finalement on va donner ce volet-là aussi, parce qu'on sent vraiment une montée en puissance sur cette partie-là. Donc oui, il dépassait notre PSL parce qu'il serait illisible. Là, j'ai mis quelques exemples exhaustifs que je n'ai pas illustrés sur tout ce que je vous ai dit. Donc voilà. Et nous, nous acheteurs, parce que là je me positionne en tant qu'acheteur, on est un peu seul face à tous ces éléments en fait, qui bougent tous les jours. C'est ça le problème, c'est que le PSL aujourd'hui, c'est tous les jours qu'il y a des nouvelles informations. Tous les jours qu'il y a de nouvelles informations à se transmettre, des nouvelles aussi business models qui se mettent en place. On a parlé d'ubérisation tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le cas. Dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi sur d'autres secteurs d'activité. Je vais en citer quelques exemples tout à l'heure. Donc concrètement parlant, et le dernier en date, là j'ai juste, parce qu'en fait quand j'ai finalisé le PowerPoint, en fait, je suis tombée sur cet article-là. Qui moi, c'est pas pour lancer le débat, mais moi en tant que consommateur, je ne sais plus à qui me fier. Donc c'est Carrefour en fait qui va commercialiser des fruits et légumes issus de semences paysannes interdites. Donc c'est un peu ce côté, au niveau de l'information, on manque de lisibilité nous en tant que consommateurs, et puis on ne sait plus en fait, il y a un climat de défiance qui est en train de s'installer entre consommateurs et industriels. Et grande distribution. Donc là, est-ce que c'est du marketing? Est-ce que derrière, effectivement, ça va engendrer un bouleversement au niveau de votre activité à vous? Peut-être qu'il y aura des nouveaux acteurs sur le marché, peut-être qu'il y a des fournisseurs qui vont privilégier autre chose. Voilà, donc concrètement parlant, aujourd'hui l'entreprise elle ne travaille plus seule, elle travaille dans un écosystème. Avec, donc là où je vous laisse juste pour le lapiter, donc effectivement on ne peut plus travailler seul, on est obligé de travailler avec les autres. Et on est dans une supply chain très étendue, très globale. Donc on va effectivement, nous, notre activité elle se trouve à ce niveau-là. Mais après, nous, aujourd'hui, et surtout vous, consommateurs, parce qu'on a parlé de création de valeur tout à l'heure, mais vous, en plus, vous avez la particularité de créer de la valeur, mais qui est détruite, puisqu'elle est consommée. En fait, on achète à manger et on le mange. Donc après, vous avez pu... voilà. Elle est transformée. Elle est transformée, c'est ça. Et dans l'économie circulaire, même souvent, elle revient à la source. Donc au niveau, effectivement, notre responsabilité là, va au-delà de notre fournisseur de rang 1. On est souvent fournisseur de rang 2, de rang 3. On a vu aussi justement quelques affaires qui se sont passées dans la presse où effectivement il y a eu des choses, on n'était pas forcément sur des relations de niveau 1, mais plutôt sur du niveau 2, niveau 3. Donc on a une exigence particulière aussi de travailler très en amont sur notre chaîne d'appro, mais aussi très en aval sur la partie distribution. Et donc là, ce que je vais vous dire, c'est que du coup, on est dans un écosystème hyper mondialisé. On est sur des effets, ce qu'on appelle en supply chain des effets bullwhip, effet coup de fouet. C'est-à-dire un petit événement peut engendrer une grosse perturbation sur votre activité. Et puis il y a un autre sujet qui est l'effet papillon, où là, il y a un petit signal qui apparaît à un moment donné. On n'y prend pas compte, mais quand il arrive, il est trop tard, on est face au mur. Donc aujourd'hui, en tant qu'acheteur, c'est très difficile de pouvoir justement détecter tous les signaux autour du marché.
Et puis voilà, donc ce qui veut dire un écosystème élargi, ça veut dire maîtriser aussi toute la partie flux physique de vos produits, de vos infoproduits, mais aussi les flux d'informations. Il y a une exigence particulière à ce niveau-là, et là de fournisseur en fournisseur, au client du client. Et en plus de tout ça, déjà que c'est compliqué justement à maîtriser nos risques, en plus aujourd'hui la fonction achat est une fonction qui est de plus en plus stratégique dans l'entreprise. On est vraiment intégré aujourd'hui à la stratégie d'entreprise. Et aussi on ajoute aussi une responsabilisation de notre fonction vis-à-vis en interne, mais aussi vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc voilà, concrètement parlant, eh bien, il faut être à la fois opérationnel et stratégique, avoir une vision macro au travers d'une politique achat et d'une stratégie achat, mais aussi une micro avec la relation donc sur le terrain. Et en plus de tout ça, effectivement, ce qui est important aussi de se dire, c'est que on est sur des renouvellements de produits beaucoup plus importants, avec cette notion de besoin en fonds de roulement qu'on a réduit à son maximum, donc des stocks qui sont minimisés, une production qui est en ligne, en juste à temps, donc qui fait que finalement on n'a plus beaucoup de moyens de manœuvre en fait, on a beaucoup moins de possibilités de manœuvre en fait, puisque tout est déjà hyper serré. Alors, donc on a cette partie logistique aussi, mais on a la partie reverse logistique aussi, les rappels des produits, qui impactent aussi votre chaîne d'appro. Et en termes de traçabilité, on a aussi cette notion de tracing, donc vraiment la traçabilité du produit tout au long de son positionnement dans la chaîne d'approvisionnement, et aussi le tracking, à savoir à l'instant T où se trouve votre produit et quand il sera livré ou à la prochaine étape. Donc, maîtriser sa chaîne d'approvisionnement, ça veut dire une maîtrise des risques. Blandine en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus, mais effectivement, il faut avoir une certaine maîtrise de ces risques et de pouvoir justement construire les scénarios pour pallier justement au fait que donc, ce risque arrive à l'entreprise, qu'elle se réalise. Donc des fois il y a donc effectivement la partie alerte est importante, qu'elle soit en interne ou en externe avec les fournisseurs. Plus on sait l'information, plus on a l'information en amont, plus on peut prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, ça reste un incontournable. Donc la veille pilotée, on en a parlé aussi, une stratégie achat partagée, ça c'est très important. Et le dernier point, des RFI définis, les fameux Request for Information. Nos critères, quand on fait du sourcing, il est important de bien définir nos critères en amont. Parce que finalement, le fournisseur ne va pas être déçu, il sait à quoi on est, quels sont nos engagements, quelles sont nos contraintes, quelles sont la finalité de notre produit par exemple. Donc, ce qui permet en fait effectivement de construire une relation qui est basée sur des engagements mutuels. On a parlé tout à l'heure de la partie contractualisation qui est effectivement importante, mais c'est ça aussi, c'est l'engagement entre deux parties, c'est nos engagements, c'est les engagements du fournisseur. Et sur toute la chaîne, bien sûr, la maîtrise de la traçabilité en flux physique et information. Une relation de confiance partagée en interne, une relation de confiance partagée en externe. En aval, des évaluations des plans de progrès. Et puis bien sûr, toujours de la communication, de la coopération dans une démarche d'amélioration continue. Là juste un petit, donc pour la gestion, pour la réflexion sur votre matrice de risque, je vous ai donné le cycle de vie en fait, du produit et service pour identifier en fait, tous les risques qui gravitent autour du produit, du service que vous achetez aujourd'hui. Donc je fais juste un petit laïus par rapport à ça. Ce que je veux vous dire par rapport donc c'est aussi important, on en a parlé tout à l'heure aussi,
c'est important de mesurer la capacité de vos fournisseurs à assurer une sécurité dans votre chaîne d'appro. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que lui aussi, vous sécurisez votre chaîne d'appro, mais lui aussi, il faut qu'il sécurise sa chaîne d'appro. On a parlé de l'effet cascade, mais l'effet cascade inversé aussi, jusqu'à l'origine du produit, hein, donc l'agriculteur par exemple. Une relation, oui, ce que je voulais, je reviens ici. Donc bien sûr, une relation gagnant-gagnante, une grande transparence et un engagement réciproque. Par contre, c'est vrai que nous, en tant qu'acheteurs, parfois on a l'impression de perdre notre temps sur cette partie-là, parce que ça demande du temps finalement hein, de maintenir une relation client-fournisseur. Mais c'est vrai que le retour sur investissement n'est pas immédiat, mais par contre pour la notion de relation, je dirais, de pérennité, de pérennisation de notre relation, effectivement on a des retours sur investissement qui sont très enrichissants. Et quels sont les bienfaits effectivement, alors finalement on se rend compte que plus on collabore en amont avec nos fournisseurs et plus on a un retour sur investissement, mais pour tous en fait. Pour le fournisseur, finalement, le fait qu'on parte sur des critères bien définis, qui nous serviront de critères aussi pour les évaluations, les audits, va permettre aussi au fournisseur de factuellement se positionner sur sa propre performance. Mais aussi de construire ensemble des plans de progrès quand il y a des dérives par rapport à nous, on s'était engagé et lui, ce qui s'était engagé, il y a aussi moyen de construire des plans de progrès. Et justement, c'est aussi... ces plans de progrès qui nous fait monter en compétences lui permet aussi de pourquoi pas proposer cette nouvelle avancée à ses propres clients. Et puis après, il y a aussi toute la partie pédagogique, je dirais. Quand on accompagne notre fournisseur, c'est comme si on l'aide à s'organiser, à monter en compétences, à échanger sur notre savoir-faire. Donc il y a un côté aussi enrichissement personnel. Que ce soit du côté fournisseur, mais aussi de notre côté, parce qu'effectivement, nos fournisseurs aussi nous apprennent beaucoup hein, par leur savoir-faire, par leur expertise. Et nous, ça contribue finalement aussi à la différenciation, notamment sur le volet RSE, parce que là, on est vraiment sur une relation de coopération avec nos fournisseurs. Et puis surtout, ça nous permet de mieux maîtriser nos risques aussi. Et pour le client, finalement, la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus fiable, beaucoup plus lisible. Donc, et en plus, quand on est en plus en avance sur son marché, on a un effet d'entraînement. On est en avance, et il y a les suiveurs qui vont arriver après et qui risquent de... Donc, plus on travaille en amont, plus on a de l'avance sur le marché. Et après, la différenciation qu'on a pu créer au niveau de notre relation, eh bien, ça peut effectivement apporter directement au client final. Donc, au-delà de la relation fournisseur, effectivement, on a parlé de coopération en interne. Donc, sur la partie achat, par exemple, si on est sur du multi-site avec plusieurs acheteurs qui sont sur différents sites, ça peut très bien aussi construire, par exemple, une organisation achat en lead buyer, c'est-à-dire qu'on massifie les achats sur une seule personne qui est chargée de ces achats-là, donc qui permet lui de mieux négocier ses achats et en même temps aussi de monter en compétence justement sur son marché. Donc la coopération en interne, on a vu aussi notamment avec la partie QSE, bien sûr, hein, sur toute la partie justement une sécurisation de soit en mode projet, sur de nouveaux produits, mais aussi en mode amélioration continue. Hein. On peut toujours apprendre. Et après, c'est de coopérer le long de la chaîne de valeur. Hein. D'aller en fait visiter un fournisseur de rang 2 avec son fournisseur de rang 1. Ça, c'est très enrichissant aussi. Parce que ça nous permet aussi d'appréhender les contraintes qu'on peut rencontrer chez ces fournisseurs. Nous, on a nos contraintes, eux, ils ont leurs contraintes. Il y a peut-être moyen aussi de trouver justement des leviers aussi de progrès. Coopérer avec ses clients aussi, et puis bien sûr après tous les partenaires qui gravitent autour de l'entreprise. Donc, et encore au-delà, coopérer avec les acteurs de l'écosystème, on a parlé tout à l'heure des fédérations, la CCI aussi, hein, qui a un rôle majeur, hein, qui a l'avantage d'avoir un regard extérieur et confidentiel.
mais aussi, qui est aussi facilitateur de mise en relation justement avec d'autres organismes ou d'autres entreprises en fait, qui peuvent avoir les mêmes problématiques ou les mêmes projets que vous. Il y a l'AFNOR, il y a la médiation des entreprises. Après, il y a toute la partie réseau associatif. Donc par métier, on a le club achat 35, on a le club qualité. On a parlé tout à l'heure de Bretagne Supply Chain, où là on est plus sur de la logistique globale. Il y a aussi des réseaux associatifs par filière, la BEA, Yalis, Valorial. Il y a aussi les confrères, donc je les ai mis chez nous. BDI, Bretagne Développement Innovation, avait lancé les cartes de Bretagne agroalimentaire. Et vous retrouvez en fait tous les acteurs qui gravitent autour de l'industrie agroalimentaire. Donc on a un exemplaire ici, mais ils sont disponibles en ligne. Donc ça permet aussi de voir, il y a peut-être aussi des coopérations qui sont faisables aussi autour de vos industries. Et donc, on peut parler notamment du GIE, Chargeur Pointe de Bretagne, qui est aussi un bon exemple de groupement d'intérêt économique pour en fait répondre aux exigences de la GNS. Les collectivités, les EPCI, tout ce qui est Comcom, région, les métropoles, les voisins. Donc ça c'est très important, notamment au travers de l'écologie, donc on appelle l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale. Donc là aussi c'est des possibilités de mutualisation, d'échange de services. Donc par exemple nous sur Rennes, dans le cadre du PNSI, le Programme National des Synergies Industrielles, aujourd'hui il y a énormément d'acteurs industriels qui communiquent entre eux, par exemple autour des ressources. Donc il y a des déchets des uns qui deviennent des matières premières des autres, ou de la réutilisation et du réemploi. Donc ça c'est quelque chose qui se développe énormément, donc il ne faut pas non plus oublier cette partie-là. Ça peut être aussi des mètres carrés de stockage qui peuvent être aussi disponibles pour vous en cas justement de montée en stock sur certaines matières premières, notamment pour éviter l'augmentation de coûts au niveau achat. Il y a aussi tous les acteurs de la mutualisation, de l'hypermutualisation. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc Synergie Achat, qui est un groupement d'achat, il y a Néo aussi. Et puis, il y a aussi Mutual Audit, on va en reparler tout à l'heure. Il y en a d'autres qui sont aussi sur ce genre de sujet. Et il y a aussi des plateformes qui sont en train de se mettre en place. Donc on a parlé tout à l'heure de la plateforme PNSI qui est en train de se mettre en place au niveau de, je dirais, la partie économie circulaire, des déchets des uns deviennent des ressources des autres. Mais il y a aussi des plateformes comme Prosper, par exemple, sur Rennes, qui est une plateforme de stock dormant. Donc vos stocks dormants deviennent en fait une ressource peut-être pour d'autres industriels qui utilisent la même matière. Conclusion, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, ça c'est sûr. Et je voulais vous faire un focus très rapide, mais de toute façon on est là pour la journée pour échanger. Donc au niveau de la CCI Les-Vilaines, on a un accompagnement justement sur la filière agroalimentaire, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter, on est là pour ça. Donc notamment on a une veille et une diffusion d'informations par une newsletter sur la stratégie d'industrie agroalimentaire, plutôt focalisée sur la partie marketing, et sinon il y a des animations collectives, des ateliers qui s'organisent régulièrement sur le territoire breton, à ce niveau-là. Et après il y a l'accompagnement individuel. Donc je vous mettrai le lien, en fait vous aurez le lien directement sur le site internet, donc je passe très vite. Donc ça c'est Catherine Mignot en fait qui est responsable du pôle chaîne alimentaire. Et pour ma partie, donc sur la partie achat et supply chain, on a aussi plusieurs outils. Alors, on parle du quiz et de la sensibilisation pour mesurer votre performance de votre organisation achat et logistique. Les ateliers thématiques qui sont sous forme de conférences et de témoignages et qu'on veut volontairement disponibles en replay parce qu'en fait, au niveau des conseillers entreprises achat, il y en a très peu en fait en France. Sur la Bretagne, je suis toute seule aujourd'hui. Et donc ils sont disponibles en replay. Et il y a notamment eu un atelier en début d'année, en janvier, avec la BEA, l'association bretonne des entreprises agroalimentaires, où justement notre grand sœur était intervenu sur la partie juridique de la relation fournisseur. Donc je vous mettrai en lien aussi, vous trouverez aussi les témoins d'entreprise. Et après on a des ateliers techniques limités à 12 participants pour justement favoriser les échanges entre nous après les séances de travail qu'on peut avoir. C'est-à-dire l'objectif c'est aussi d'échanger des bonnes pratiques. Le diagnostic achat, donc là c'est plutôt un état des lieux.